Donc, après avoir appris à interpréter le produit d'une matrice quelconque par une matrice colonne, comme le calcul de l'image d'un vecteur par une application linéaire, nous allons apprendre à interpréter toutes les opérations connues de calcul matriciel, donc par des opérations sur les vecteurs et sur les applications linéaires. Donc, le premier théorème, c'est le théorème 8. Donc, on se donne deux applications linéaires f et g qui sont définies toutes les deux sur E et toutes les deux à valeur dans f. On fixe B une base de E et C une base de f. Et on note A et B, donc les représentations matricielles de f et g par rapport à ces bases. Donc si on se donne deux scalaires lambda et mu, et si on note C, la matrice représentative de l'application linéaire lambda f plus mu g dans les mêmes bases, eh bien C égale lambda plus mu b. C'est-à-dire que additionner des matrices et les multiplier par des scalaires, ça revient à faire exactement les mêmes opérations sur nos applications linéaires. Voyons la démonstration. Donc on suppose que f et g sont deux applications linéaires de E vers f, que lambda et mu sont deux scalaires. On se donne une base de E de vecteurs E1, etc., EP, et une base de f, les vecteurs sont notés ε1, etc., jusqu'à εn. Donc on a trois applications linéaires à représenter matriciellement. Petit f dans les bases B et C est représenté par A, G dans les bases B et C est représenté par B, et lambda f plus mu g, on a vu dans le chapitre 17 que c'était encore une application linéaire. Donc dans les bases B et C, on note C sa représentation matricielle. Donc faites attention, B et C calligraphiques, ce sont des familles de vecteurs, B et C en capital, ce sont des matrices. Et donc on va montrer que C égale lambda plus mu b. Alors on va écrire la définition de ce que sont les représentations matricielles. Donc déjà, comme B est de cardinal P et C est de cardinal N, nos trois matrices ont N lignes et P colonnes. Ensuite, donc, on raisonne sur leurs colonnes. Donc si on fixe J entre 1 et P, f de EJ, donc c'est l'image du jm vecteur de la base de l'espace de départ. Donc par définition, c'est la jm colonne de A, où le vecteur f de EJ est décomposé sur les vecteurs de la base C. Donc en fait, on peut écrire que f de EJ, c'est somme des AIJ epsilon i. On fait le même raisonnement avec G et lambda f plus mu g, et donc on obtient ces trois formules. Mais lambda f plus mu g évalué en EJ, on sait le calculer d'une autre manière, puisque par définition d'une somme d'applications linéaires, ça fait aussi lambda f de EJ plus mu g de EJ. Donc là, on réinjecte les deux premières formules. On arrive là. Comme les bornes des sommes sont les mêmes, on peut les regrouper par linéarité, et on met epsilon i en facteur. On se retrouve avec la somme des lambda aij plus mu bij epsilon i. Donc là, on a deux expressions du même vecteur comme combinaison linéaire des vecteurs epsilon i. Et les vecteurs epsilon i forment une base, donc par unicité des coordonnées dans une base, les cij sont égales au lambda aij plus mu bij pour tout ij. Et donc comme tous les coefficients sont égaux, la matrice C est égale à lambda plus mu b. Donc ceci achève la démonstration du théorème 8. Donc on peut voir que cette formule s'écrit avec d'autres notations comme ceci. On dit que, alors ça vous rappelle le chapitre 17, on dit que la représentation matricielle est une application linéaire. Alors on en déduit un corollaire, donc si on appelle P la dimension de E et N la dimension de F, donc l'application qui a une application linéaire petit f associe sa matrice dans les bases B et C est un isomorphisme de L de F vers MNP de K. Donc là, vous voyez qu'en rouge, il y a des petites choses à corriger sur votre PDF. Donc, on avait déjà expliqué au début que cette application qui a F associe mat de F est bijective. Et ici, on vient de montrer qu'elle était linéaire. Donc c'est un isomorphisme. En particulier, l'espace de départ et d'arrivée ont même dimension, et on sait que la dimension de MNP de K, c'est n fois P ou P fois N. Donc on en déduit que la dimension de L de F, c'est P fois N, c'est-à-dire c'est la dimension de E fois la dimension de F. Donc on a réussi à calculer la dimension de l'ensemble des applications linéaires entre deux espaces vectoriels de dimension finie.
Alors le résultat suivant, c'est ce qui relie le produit matriciel et la composée des applications linéaires. Donc là, on va vraiment expliquer pourquoi la composée des applications linéaires, on faisait parfois comme si c'était un produit. C'est qu'en fait, ça correspond au produit matriciel. Donc, on se donne un troisième espace vectoriel qu'on appelle G, et on s'en donne une base qu'on appelle D. Donc, petit f va être une application linéaire de E vers F, représentée par la matrice A dans les bases B et C, et G va être une application linéaire de F vers G, représentée par une matrice B dans les bases C et D. Alors, si on appelle D la matrice qui représente G rond F dans les bases B et D, on va obtenir que D, c'est B fois. Donc, voyons la démonstration, c'est un peu la même que la précédente. Donc, on se donne encore deux applications linéaires F et G, mais F va de grand E vers grand F, et G va de grand F vers grand G. Comme l'ensemble d'arrivée de petit f et l'ensemble de départ de G, on peut les composer, et donc G rond F, ça va de E vers G. Donc ensuite, on se donne une base de chaque espace vectoriel. Donc P, c'est la dimension de E, N, c'est la dimension de F, Q, c'est la dimension de G. Et donc après, on a trois applications linéaires à représenter, F, G et G rond F. Donc F, elle va de E vers F, on la représente dans les bases B et C, on appelle ça A. G, elle va de grand F vers grand G, donc on la représente dans les bases C et D, on appelle ça grand B. Et G rond F, ça va de E vers G, donc on la représente dans les bases B et D, et on appelle ça D. Et donc on va montrer que D, c'est B fois. Alors par définition de nos représentations matricielles, A c'est dans MNP de K, B c'est dans MQN de K, et D c'est dans MQP de K. Ensuite, pour tout J entre 1 et P, F de EJ, c'est la JM colonne de A, ça fait somme des AKJ epsilon K. G rond F de EJ, c'est la JM colonne de D, donc ça fait somme des DJ UI. Et pour tout K entre 1 et N, G de epsilon K, c'est la Kème colonne de la matrice B, ça fait somme des BIK UI. Alors, mais ce vecteur, on peut le calculer d'une autre manière, en utilisant que G linéaire. Donc G rond F de EJ, par définition de rond, c'est G de F de EJ. Mais F de EJ, on a une expression ici qu'on injecte. Et comme G est linéaire, on peut sortir la somme et les scalaires, ça fait somme des AKJ, G de epsilon K. Et G de epsilon K, on a une autre expression ici. Donc si on remplace, on arrive ici. Ensuite, c'est des manipulations habituelles sur les doubles sommes. Donc AKJ, on le distribue à l'intérieur, parce qu'on a un produit devant. Donc on arrive à cette formule. Ici, on peut permuter les deux signes somme avec le théorème de Fubini. Et ici, donc, on somme par rapport à K. On voit qu'on peut mettre en facteur UI. Attendez, ça c'est après. On voit qu'ici, on a un produit entre deux nombres. Donc ces deux nombres, on les commute. Et ensuite, on met UI en facteur. Donc on arrive là. Et donc on a écrit G rond F de EJ comme une combinaison linéaire des UI. Ce qu'on avait déjà fait ici, donc par unicité des coordonnées. On trouve que DIJ, c'est somme des BIK AKJ. Et là, vous reconnaissez le coefficient d'indice IJ de la matrice BA. Comme c'est vrai pour tout I et pour tout J, on trouve que D égale BA. Donc on a démontré le théorème 10. Alors en gardant les notations générales, il s'écrit comme ça. Donc on voit qu'entre B et D, il faut intercaler C. Ici c'est un point virgule, c'est pas deux points. Mais ici c'est BD, après ça devient CD et BC. Donc c'est un petit peu inversé. Ça vient du fait que quand on compose, on fait d'abord F et ensuite G. On note ça, G rond F, dans l'ordre inverse. Donc là, on vient d'expliquer toutes les similitudes qu'on a entre notre produit matriciel et la composition des applications linéaires. Donc le produit matriciel qu'on avait choisi, il était difficile. Alors s'il était si difficile, c'était pour avoir ce théorème. Il revient à composer des applications linéaires.
Et s'il a des mauvaises propriétés, c'est parce que le rond a de mauvaises propriétés, notamment le fait que ça ne commute pas, fait que le produit des matrices ne commute pas. Alors ce théorème, il permettra de simplifier certaines démonstrations. Quand on vous demande de démontrer une formule compliquée de produit matriciel, en l'interprétant comme une formule de composé d'application linéaire, ça pourra être beaucoup plus simple à démontrer. Donc par exemple, on va redémontrer une formule bien connue, c'est que si A est une matrice à n lignes et p colonnes, A fois IP égale IN fois A égale A. IP et IN, c'est les matrices identités d'ordre P et d'ordre N. Donc ça, on l'a montré avec un calcul assez technique sur les matrices. On va en donner notre interprétation. Et donc on se fixe A, une matrice quelconque à n lignes et p colonnes. Et on interprète ça comme une représentation matricielle. Donc on appelle petit f l'application linéaire de k puissance p dans k puissance n, canoniquement associée à A. C'est-à-dire que A, on peut représenter tout un tas d'applications linéaires d'un espace de dimension p vers un espace de dimension n. On prend la plus simple possible, donc on choisit k puissance p et k puissance n avec leur base canonique. Donc si on note B indice cano la base canonique de k puissance p, C indice cano la base canonique de k puissance n, la matrice grand A, c'est la matrice de f par rapport à ces deux bases. Alors on sait depuis longtemps que f c'est f rond identité de k puissance p, et c'est encore identité de k puissance n rond f. On a aussi vu que la matrice qui représente l'identité, c'est la matrice identité. Donc pour k puissance p, ça fait ip, pour k puissance n, ça fait in. Et bien donc ici, si on passe aux représentations matricielles, la matrice qui représente f, c'est A, et la matrice qui représente f ronide, c'est la matrice de f fois la matrice de l'identité, ça fait A fois ip, et ici, ça fait in fois. Donc cette formule de produit matriciel découle de cette formule sur les composés d'application. Alors, dernier résultat, c'est sur les puissances. Donc on a défini les puissances pour une matrice carrée ou un endomorphisme. Et ça tombe bien puisque les endomorphismes sont représentés par des matrices carrées. Et donc on a le résultat suivant. Si f est un endomorphisme de E, alors pour tout entier P, la matrice de l'endomorphisme f puissance P, c'est-à-dire f rond f P fois, c'est égal à la matrice de f à la puissance P. Donc là c'est une puissance pour le produit, là c'est une puissance pour la composée. Donc calculer des puissances de matrice comme on a appris à faire, ça revient à calculer la représentation d'une puissance d'endomorphisme. C'est-à-dire que si votre endomorphisme est une rotation ou une autre transformation géométrique, calculer les puissances de sa matrice, ça revient à étudier ce qui se passe quand on effectue P fois cette transformation géométrique. Alors ça se démontre par récurrence de façon tout à fait immédiate, puisque pour P égale 0 c'est vrai, et pour l'hérédité on utilise la formule qui est là, donc il n'y a vraiment aucun souci.